Que feriez-vous si on vous offrait 10 millions de dollars pour panser sa plaie? Accepteriez-vous ou fuiriez-vous pour sauver votre peau? Prenez du recul et apprenez quelque chose de cette histoire bouleversante. Tiwa venait d'arriver sur le campus, un sourire victorieux aux lèvres. Elle avait enfin réussi à intégrer l'université après si longues années d'attente. Non pas faute d'avoir réussi ses examens, mais parce que ses parents étaient pauvres. Tiwa était l'aîné de 6 enfants. Sa mère était coiffeuse, tandis que son père était instituteur. La vie à la maison était difficile. Tiwa devait attendre que l'un de ses cadets termine le lycée avant de pouvoir poursuivre ses études universitaires, car ses parents ne pouvaient pas payer les frais de scolarité de tous en même temps. Mais maintenant, elle était là, sur le sol de l'université dont elle rêvait depuis si longtemps. Elle se promit de profiter au maximum de son séjour là-bas, tant sur le plan scolaire que financier et social. Tiwa a commencé à suivre les cours avec ses camarades, et il n'a pas fallu longtemps avant que les autres filles ne remarquent la belle fille aux tresses élégantes. Ses cheveux étaient différents, uniques et tendance, comme jamais auparavant. Tiwa avait appris la coiffure auprès de sa mère, issue d'une longue lignée de coiffeuses. Transformer le look d'une femme grâce à ses mains magiques était un don naturel pour Tiwa. Bientôt, les autres filles de son département ont commencé à s'enquérir de ses coiffures, curieuses de savoir où elle les faisait faire. Intelligente et entreprenante, Tiwa leur a fièrement dit qu'elle les coiffait elle-même. Impressionnées, les filles ont afflué dans sa chambre d'étudiante pour se faire tresser. En un rien de temps, le nom de Tiwa était sur toutes les lèvres, celui de la fille aux doigts magiques. Elle a commencé à gagner de petites sommes d'argent, ce qui lui a permis de s'offrir les choses chics dont elle avait toujours rêvé. Un jour, après ses cours, une belle fille, élégante et riche, l'a abordée. Elle s'appelait Debbie. « Bonjour, Tiwa », dit Debbie avec un doux sourire. Tiwa était stupéfaite. Ce n'était pas n'importe qui se tenait devant elle, c'était Debbie, l'une des filles les plus riches du campus. Debbie et ses amis conduisaient les voitures les plus chères et portaient des vêtements de créateurs comme s'il s'agissait d'objets du quotidien. Nerveusement, Tiwa répondit « Bonjour, Debbie. Bon après-midi. J'ai entendu parler de tes mains magiques pour les tresses, dit Debbie. J'en ai marre de ces cheveux humains vietnamiens. Je veux un nouveau look. Serais-tu libre de venir chez moi ce week-end pour me coiffer? » La voix de Debbie était si raffinée, et même son parfum était envahissant pour Tiwa. Tiwa acquiesça rapidement. « Bien sûr, je suis libre ce week-end. Tu me donneras ton adresse pour que je puisse prendre les transports et arriver tôt, dit-elle. « Oh, ne t'inquiète pas. J'enverrai un chauffeur te chercher à 7 heures du matin samedi. Ça te va ?» Debbie répondit d'un mouvement désinvolte de ses cheveux somptueux, tendant un iPhone à Tiwa pour échanger ses numéros. Ce soir-là, Tiwa ne pouvait s'empêcher de penser à Debbie, à sa richesse et à sa sophistication. Elle aurait aimé vivre comme elle, mais elle savait que la situation de sa famille était différente. Pourtant, elle s'interrogeait sur les origines de Debbie et sur la façon dont sa famille pouvait être aussi riche. Le samedi arriva et, comme promis, un chauffeur vint chercher Tiwa. Le luxe de la voiture la laissa sans voix. La climatisation était si froide qu'elle avait l'impression de geler, mais Tiwa n'osa pas se plaindre. Elle ne voulait pas que le chauffeur la prenne pour une fille du village. Quand Tiwa arriva à l'appartement de Debbie, elle fut émerveillée. La maison semblait tout droit sortie d'un film, remplie de meubles et d'appareils électroniques coûteux. Debbie apparut dans le salon, fraîchement sortie de la douche, vêtue d'un peignoir. « Bonjour Tiwa. Je suis contente que tu sois venue. J'ai une fête ce soir, alors j'espère qu'on finira avant ce soir. Je veux que ma coiffure soit parfaite, dit Debbie. Tiwa commença à tresser les cheveux de Debbie. Pendant qu'elle travaillait, 2 amies de Debbie arrivèrent, Sophia et Amaka. Elles parlèrent avec enthousiasme de la grande fête à laquelle elles allaient assister ce soir-là, évoquant la conquête de « gros clients » et la baisse de rémunération de leurs anciens clients. L'évocation de l'argent des millions, même, fit dresser l'oreille à Tiwa, mais elle était trop concentrée sur son travail pour poser des questions. Ce soir-là, Tiwa fit un tour de magie avec les cheveux de Debbie. Debbie et ses amis furent ravis du résultat et la couvrirent de compliments. À la grande surprise de Tiwa, Debbie lui remit 100 000 Naira pour les tresses. Habituée à ne gagner que 3 000 Naira auprès des autres étudiants, Tiwa faillit s'agenouiller pour remercier Debbie pour ce généreux paiement. Pendant les jours qui suivirent, Tiwa ne cessa de penser à Debbie et à ses amis. Comment avait-elle fait pour gagner autant d'argent? Quel genre de travail avait-elle? Les 100 000 Naira que Debbie lui avait donnés dépassaient le salaire mensuel de son père,
Et Tiwa commença à se demander comment elle pourrait améliorer sa vie comme Debbie l'avait fait. Quelques jours plus tard, Debbie rappela Tiwa pour lui demander de venir la coiffer pour une réunion importante. Cette fois, Tiwa, avec audace, lui demanda quel était son travail et comment elle gagnait sa vie. Debbie rit et repoussa la question, mais Tiwa insista. Elle voulait connaître le secret de la richesse de Debbie. Un jour, après avoir terminé la coiffure de Debbie, Tiwa refusa le paiement habituel de 100 000 Naira. Déconcertée, Debbie demanda pourquoi Tiwa refusait l'argent. Tiwa, nerveuse, s'agenouilla et expliqua qu'elle venait d'une famille pauvre et qu'elle avait besoin d'une solution. Elle supplia Debbie de lui montrer le chemin. Que ferait Debbie? Je veux être comme toi. Toi et tes amis êtes si riches. Je veux être riche aussi. Aide-moi, s'il te plaît, dit Tiwa, les larmes aux yeux. Oh, s'il te plaît, lève-toi, Tiwa. Tu sais quel genre de travail on fait? Demanda Debbie. Tiwa secoua la tête, indiquant qu'elle l'ignorait. D'accord, on est dans l'hôtellerie. On s'occupe des besoins de nos clients, et ils nous paient pour nos services. Tu es une fille bien, mais ce métier est très risqué. Je ne pense pas vouloir initier une autre fille à ce métier, dit Debbie, l'air sérieux. Tiwa la supplia, les larmes aux yeux, racontant les difficultés de sa famille et leur situation désespérée. Mais Debbie secoua la tête. Tiwa, concentre-toi sur tes études. Ce métier n'est pas pour tout le monde, dit-elle fermement. Mais Tiwa, déterminée à devenir riche par tous les moyens, n'abandonna pas. Elle supplia Debbie avec insistance. Après de nombreux échanges, Debbie finit par dire « D'accord, Tiwa. Je vais y réfléchir et je te ferai part de ma réponse. » Merci, tante Debbie. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Chanta Tiwa en signe de gratitude. Pendant les jours suivants, Tiwa attendit avec impatience l'appel de Debbie, vérifiant son téléphone à chaque instant pour un message ou un appel. Après des jours d'attente insoutenables, Debbie appela enfin un matin. « Bonjour, j'ai réfléchi à ce dont nous avons parlé l'autre jour et j'ai aussi parlé à ma patronne. Elle aimerait te rencontrer. Alors prépare-toi ce soir. Je passe te chercher à 19h, dit Debbie. » Après cet appel, Tiwa bondit de joie. Elle avait l'impression d'avoir gagné à la loterie. Ce jour-là, elle n'assista pas à ses cours. Elle choisit soigneusement sa plus belle tenue pour la réunion. À 19h précise, Debbie attendait dans sa voiture devant l'auberge de Tiwa. Tiwa sauta dans la voiture, l'excitation palpable. Pendant qu'elle roulait, Debbie parla d'une voix basse mais sérieuse. « Tiwa, tu sais que tu peux encore changer d'avis et faire marche arrière, n'est-ce pas? Mais après cette réunion de ce soir, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est une affaire très sérieuse. Une seule erreur peut te coûter la vie, » l'avertit Debbie d'un ton sévère. Tiwa, cependant, était trop excité par la perspective de devenir riche pour tenir compte des avertissements de Debbie. Ce soir-là, Debbie lui banda les yeux pour qu'elle ne sache pas où elles allaient. Après plusieurs minutes de route, la voiture s'arrêta et Debbie retira le bandeau des yeux de Tiwa. Tiwa n'en croyait pas ses yeux. C'était une immense demeure. Elle se demandait si des gens vivaient vraiment dans un tel endroit. Debbie conduisit Tiwa dans le manoir et lui demanda de s'asseoir en attendant leur patron. Au bout d'une heure environ, une femme à l'air féroce et aux joues plus grandes que nature entra dans la pièce. Debbie se leva aussitôt et la salua. « Bonsoir, maman. » « Maman. Était-ce la mère de Debbie ?» se demanda Tiwa. Elle se leva rapidement et salua la femme, qui affichait un air renfrogné, comme si elle venait de goûter quelque chose d'aigre. « MMH, comment vas-tu, Debbie? Assieds-toi. C'est la nouvelle dont tu m'as parlé ?» demanda maman. « Oui, maman. Elle est belle et propre aussi. Je lui ai déjà parlé de notre entreprise, » répondit Debbie. « Bien. Lève-toi, ma fille, » dit maman en dirigeant son regard vers Tiwa. Nerveusement, Tiwa se leva, intimidée par l'expression féroce de maman. « Avance, » ordonna maman. Tiwa, tremblante, obéit. Maman scruta chaque centimètre carré du corps de Tiwa avant de sourire légèrement. « C'est une bonne affaire, mais elle est très vulgaire. Il faut la nettoyer. C'est ton travail pour demain, Debbie. Emmène-la faire les courses et prépare-la pour demain soir. On aura besoin d'elle pour une visite importante, » ordonna maman. Se tournant vers Tiwa, maman demanda « Êtes-vous vierge ?»« Non, madame, » répondit Tiwa. « Bien. Demain soir, ce sera ton premier examen. Ne gâche rien, sinon je m'assurerai que ta vie entière soit gâchée, »
prévint maman d'un ton sévère. Ce soir-là, Debbie banda de nouveau les yeux de Tiwa et la reconduisit à son auberge. Malgré tout ce qui s'était passé, au lieu d'avoir peur ou de s'inquiéter, Tiwa sentit l'excitation bouillonner en elle. Le lendemain, Debbie emmena Tiwa faire du shopping pour des vêtements, des chaussures et des accessoires de luxe. Elle allèrent dans un spa, où Tiwa se fit relooker complètement. En se regardant dans le miroir, elle reconnut à peine la belle et élégante personne qui la regardait. « Oui, c'est bien moi », murmura Tiwa. Ce soir-là, Tiwa revêtit l'une des tenues luxueuses qu'elles avaient achetées plus tôt et, à 21h précise, un élégant SUV noir s'arrêta devant son auberge. Tiwa fut prise en charge, les yeux bandés à nouveau, et emmenée vers une destination inconnue. Que va-t-il arriver à Tiwa maintenant? S'en sortira-t-elle indemne? Découvrons-le. Le chauffeur l'emmena dans une somptueuse demeure, et une fois à l'intérieur, on lui retira son bandeau. Tiwa fut conduite dans un luxueux salon et invitée à s'asseoir en attendant. « Souhaitez-vous quelque chose à boire ou à manger ?» demanda poliment le chauffeur. Tiwa secoua la tête, trop nerveuse pour parler. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais était déterminée à réussir, quel qu'en soit le prix. Peu après, un jeune homme d'une trentaine d'années apparut, vêtu d'une robe blanche. « Bonjour, vous devez être la nouvelle », dit-il avec un sourire chaleureux. Tiwa fut interloquée. Elle s'attendait à rencontrer un homme plus âgé, pas quelqu'un d'aussi jeune et charmant. Était-ce bien la personne que j'étais censée rencontrer, pensa-t-elle, perplexe. L'homme remarqua l'hésitation de Tiwa et rit doucement. « Êtes-vous déçu de me voir? Vous attendiez quelqu'un d'autre ?» demanda-t-il, amusé. « Eh non, monsieur. Je pensais que vous étiez plus âgé, balbutia Tiwa. L'homme rit. « Je suis désolé de vous décevoir, mais je ne suis pas vieux. Détendez-vous. Soyez à l'aise avec moi, dit-il en souriant. C'est votre première fois, demanda-t-il. Oui, monsieur, répondit Tiwa nerveusement. Je le vois bien. Détendez-vous. Je ne vous forcerai pas à faire ce que vous ne voulez pas. Si vous voulez partir, dites-le moi, et mon chauffeur vous ramènera chez vous. Mais si vous voulez rester, vous devrez signer ce document, dit-il en tendant un papier à Tiwa. Mais une fois que vous aurez signé, vous m'appartenez. Vous ferez tout ce que je vous demanderai, ajouta-t-il sérieusement. Tiwa sentit une vague de peur l'envahir, mais elle la repoussa, se concentrant sur l'argent qu'elle allait gagner. Sans même lire le document, elle le signa, scellant son destin. Que va-t-il se passer maintenant que Tiwa a signé son contrat de mariage? Découvrons-le. Après avoir remis le document signé à l'homme, celui-ci lui adressa un sourire approbateur. Il retira sa robe blanche, révélant qu'il ne portait qu'un débardeur et un boxeur blanc. « Viens ici, Tiwa, ordonna-t-il. Lèche ma blessure, dit-il en écartant légèrement les jambes. Tiwa se figea sous le choc. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Lèche ta blessure? Pourquoi? Demanda-t-elle avec hésitation. Pas de question, Tiwa. Tu n'as pas lu le contrat? Dit-il d'un ton sévère. Tiwa déglutit difficilement. Non, elle n'avait pas lu le contrat. Elle était trop excitée pour le signer. D'accord, Tiwa. Je veux que tu lèches ma blessure, ça me chatouille et ça m'aide à me détendre, dit-il en lui faisant signe de s'approcher. Tiwa sentit ses jambes se transformer en pierre. Elle n'avait même pas encore vu la blessure, mais son cœur battait déjà fort dans sa poitrine. L'homme s'impatienta. Ne me fais pas attendre, Tiwa. Tu m'appartiens maintenant. Fais ton travail, ordonna-t-il. Comme Tiwa ne bougeait toujours pas, il ouvrit une mallette à côté de sa chaise, révélant des liasses de billets. Lèche ma blessure et fais-moi plaisir, et tout cet argent sera à toi, dit-il en désignant les piles de billets. La vue de l'argent dissipa les craintes de Tiwa. Lentement, elle s'approcha de lui, consciente que sa vie venait de prendre un tournant sombre. Tiwa s'agenouilla devant Alaji Sani, s'approchant suffisamment pour examiner ses blessures. À sa surprise, ce qu'elle avait d'abord pris pour une plaie ouverte se révéla être tout autre chose. Ses jambes, jusqu'à son ventre, étaient couvertes de grosses bosses douloureuses, presque comme des boutons. Tiwa soupira de soulagement. Ce n'était pas aussi grave qu'elle le craignait. « Je me brosserai soigneusement les dents en rentrant », pensa-t-elle en se mettant au travail, léchant et suçant comme Alaji le lui avait demandé. Ce soir-là, Tiwa rentra chez elle avec des liasses de billets, non seulement en monnaie locale, mais aussi en dollars. Elle se sentait au sommet du monde, elle était riche. Après s'être brossé les dents et la langue cette fois,
Elle espérait que ce nettoyage minutieux éviterait toute conséquence imprévue. Au cours des mois suivants, la vie de Tiwa prit un tournant radical. Tiwa, autrefois coiffeuse et tressant les cheveux des étudiants pour une somme modique, menait désormais une vie luxueuse. Elle portait des vêtements coûteux, conduisait une voiture de luxe et vivait dans un appartement meublé avec goût. Chaque semaine, elle rencontrait Alaji Sani, accomplissait les mêmes tâches pour lui et recevait en retour d'importantes sommes d'argent. Une semaine, Tiwa décida d'aller rendre visite à ses parents. Elle acheta à sa mère des emballages coûteux, des vêtements et des chaussures pour son père, ainsi que des cadeaux pour ses frères et sœurs. À son retour, ses parents furent stupéfaits. Leur fille, partie à l'école il y a peu, était revenue avec l'air d'une millionnaire. « Tiwa, où as-tu trouvé l'argent pour t'acheter une voiture et tous ces cadeaux? As-tu commencé à suivre de mauvais amis ?» demanda son père, visiblement inquiet. « Non, papa. Mon petit ami est issu d'une famille aisée. Il m'a prêté sa voiture et m'a acheté tous ses cadeaux, mentit Tiwa. Tiwa, je ne t'ai pas envoyé à l'école pour suivre un petit ami riche. Je t'ai envoyé étudier. Si tu veux l'épouser, dis-lui d'amener sa famille pour payer ta dot et officialiser la chose, dit son père, méfiant face à la richesse soudaine de Tiwa. Rends-lui ses cadeaux. Remercie-le pour nous, mais nous ne les accepterons pas. Nous sommes peut-être pauvres, mais nous avons de la dignité. S'il paie ta dot, nous pouvons accepter des cadeaux. Et fais attention, ma fille, tout ce qui brille n'est pas or. Tiwa regretta que son père ait refusé les cadeaux, mais sa mère les récupéra secrètement par la porte de derrière, à l'insu de son mari. Tiwa, ma fille, ne fais pas attention à ton père. Tu sais comment il est fier. Ton petit ami, dis-lui de venir nous voir bientôt, dit sa mère en acceptant une grosse somme d'argent de Tiwa pour moderniser son commerce et sa maison. À son retour à l'école, Tiwa remarqua qu'Alaji ne l'avait pas appelée depuis des jours, puis des semaines. Elle fut soulagée, car elle n'était plus à l'aise avec ses étranges boutons. Bon débarras, pensa-t-elle. Elle avait gagné des millions grâce à lui et pensait que c'était suffisant pour s'établir. Cependant, au bout de quelques jours, les choses commencèrent à mal tourner. Au début, Tiwa remarqua des éruptions cutanées autour de ses jambes qui remontaient jusqu'à son ventre. Elle les ignora, pensant qu'il s'agissait d'une réaction à un nouveau produit de soin qu'elle venait d'utiliser. Mais au bout de quelques jours, les éruptions s'aggravèrent, devenant plus inconfortables et prurigineuses. Tiwa se rendit à l'hôpital, où le médecin lui prescrivit des antibiotiques et une pommade. Au bout de quelques jours, les éruptions disparurent, à son grand soulagement. Cependant, au bout de quelques semaines, les éruptions revinrent, cette fois plus grosses, ressemblant davantage à de gros boutons, s'étendant de ses jambes à sa poitrine. Ces boutons devinrent douloureux, la rendant extrêmement inconfortable. Elle appliqua la pommade et les antibiotiques prescrits lors de sa précédente visite à l'hôpital, mais son état s'aggrava. Les boutons se transformèrent en furoncles douloureux qui l'empêchaient de s'asseoir, de marcher et même de dormir. Tiwa consulta plusieurs médecins et spécialistes, mais son état ne s'améliora pas. Quelques jours plus tard, ses furoncles commencèrent à suinter du pus avec une odeur nauséabonde, donnant à son appartement une odeur de viande avariée. Un jour, assise par terre dans son salon, affaiblie par une douleur atroce, Tiwa pensa à Alaji Sani. Ces étranges boutons étaient-ils contagieux? Avait-elle contracté une terrible maladie à cause de lui? Désespérée, Tiwa appela son ami Debbie. À son arrivée à l'appartement, l'odeur nauséabonde la frappa d'abord, puis la vue de son amie frêle et douloureuse assise par terre. « Tiwa, que t'est-il arrivé? Quelle est cette odeur ?» demanda Debbie, horrifiée. « Debbie, je ne sais pas. Ça a commencé par des éruptions cutanées, mais maintenant ça me prend la tête. J'ai tellement mal. Aide-moi, s'il te plaît, » cria Tiwa d'une voix faible. « Mais comment as-tu attrapé cette maladie? Tu ne t'es pas protégée? » demanda Debbie. « Si, mais je pense que c'est lié à Alaji Sani, » répondit Tiwa, incapable d'admettre ce qu'elle lui avait fait. « Et Alaji Sani? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» insista Debbie, mais Tiwa resta silencieuse. « Tiwa, je t'avais prévenu de ce genre de trafic. Quant à Alaji, on ne peut pas le retrouver comme ça. Son identité est top secret dans ce milieu. Quelqu'un d'autre t'a mise en contact avec lui. On ne sait ni où il habite ni même ce qu'il fait. On ne peut pas le retrouver. C'est la règle numéro 1 dans ce milieu, la confidentialité, et tu le sais. Ma chère, je pense que tu devrais appeler tes parents à l'aide. La situation devient incontrôlable,
dit Debbie en quittant précipitamment l'appartement, laissant Tiwa seul. Les jours suivants, Tiwa essaya de gérer son état sans l'intervention de ses parents. Elle appela plusieurs médecins à domicile, mais son état ne fit qu'empirer. Ses furoncles commencèrent à se dégrader, laissant des plaies ouvertes à l'odeur encore plus forte. Ses forces diminuaient d'heure en heure, et elle savait qu'elle ne survivrait pas très longtemps sans aide. Désespérée, Tiwa finit par appeler ses parents. Lorsque ses parents arrivèrent à son appartement, ils furent choqués, d'abord par la maison luxueuse dans laquelle elle vivait, puis par son état effroyable. Leur fille, Tiwa, était désormais faible et frêle, son corps couvert d'étranges blessures d'où suintait un pus nauséabond. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Tiwa? Que as-tu mangé? Où es-tu allé ?» s'écria sa mère, le visage ruisselant de larmes. « Maman, papa, aidez-moi. Aidez-moi » supplia Tiwa d'une voix faible, utilisant le peu de force qui lui restait. Ses parents appelèrent rapidement un taxi pour l'emmener à l'hôpital. Cependant, lorsque le chauffeur vit l'état de Tiwa et l'odeur qui émanait de son corps, il prit de panique et sortit en courant de l'appartement, refusant de la prendre. « Elle est déjà morte. Je ne peux pas porter un cadavre !» s'exclama-t-il en démarrant. Ses parents cherchèrent frénétiquement un autre taxi, mais aucun chauffeur ne voulut transporter Tiwa dans son état. Bien que Tiwa ait une voiture, ses parents ne pouvaient pas la conduire, la rendant inutilisable. Après des heures de recherche désespérées, ils ont finalement trouvé une personne bienveillante qui a accepté de l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, Tiwa a été admise et de nombreux tests ont été effectués pour déterminer la cause de sa maladie, mais tous les résultats sont revenus normaux. Après des jours d'hospitalisation sans amélioration et alors que Tiwa était aux portes de la mort, ses parents ont décidé de l'emmener chez un herboriste local nommé Baba Shah, réputé pour son expertise en médecine traditionnelle. Lorsque les parents de Tiwa l'ont amenée chez Baba Shah, elle était si faible qu'elle pouvait à peine parler. En la voyant, Baba Shah s'est immédiatement écrié « Abomination ! Cet enfant s'est attiré la mort. Elle a eu les yeux plus gros que le ventre. » Il s'est tourné vers le père de Tiwa et a dit « Dis à ta fille d'avouer ce qu'elle a fait pour attirer ce désastre. Elle est déjà aux portes de la mort, son état est irrémédiable. Mes médicaments et mes efforts seront vains. Dites-lui d'avouer, peut-être que les ancêtres lui pardonneront et la ranimeront. Sinon, préparez son enterrement, déclara solennellement Baba Shah, lâchant la bombe. Les parents de Tiwa fondirent en larmes, tombèrent à genoux devant lui et le supplièrent. Baba Shah, fais quelque chose, s'il te plaît, aide notre fille. Tu dois bien pouvoir faire quelque chose, s'il te plaît, aide-nous. Mais Baba Shah secoua la tête, triste. L'avidité a conduit votre fille ici. Ramène-la chez elle et pleure ton enfant, dit-il. Cette nuit-là, les parents de Tiwa la ramenèrent chez elle, tout espoir perdu. Ils la supplièrent d'avouer ce qu'elle avait fait, mais Tiwa ne put se résoudre à rien dire. Elle fit promettre à Alani de ne révéler leur rencontre à personne. Les jours passèrent, et Tiwa se rapprochait de plus en plus de la mort. Une de ses jambes était complètement décomposée, son souffle était court et superficiel. Mais alors, Tiwa commença à convulser. La peur s'empara de ses parents, paniqués, ne sachant plus quoi faire. Désespéré, son père la porta hors de la maison, sa mère courant derrière eux. Ils se dirigèrent vers une église voisine, à quelques pâtés de maison. Le destin voulut que le pasteur dirigeât une séance de prière. Les parents de Tiwa se précipitèrent vers l'autel en criant « Pasteur, aidez notre fille !» Les yeux du pasteur s'écarquillèrent en voyant Tiwa. « La mort, pas aujourd'hui, pas sous ma garde !» cria-t-il. « Quittez cette âme maintenant, elle a trouvé refuge à l'ombre du Tout-Puissant. » Il versa de l'huile d'onction dans la bouche de Tiwa. Presque aussitôt, celle-ci, qui convulsait et avait les yeux révulsés, poussa un profond soupir de soulagement. C'était comme si un lourd fardeau lui avait été enlevé. Elle reprit conscience et se retrouva assise sur une chaise à l'intérieur de l'église. « Ma fille, qu'as-tu fait? Confesse tes péchés et sois libérée de la mort qui plane sur toi, prête à t'ôter la vie. Confesse-toi et sois libérée de l'alliance que tu as contractée avec la mort par ignorance, » l'exhorta doucement le pasteur. Tiwa regarda autour d'elle, voyant ses parents sangloter et la supplier de se confesser pour sauver sa vie. Après quelques minutes d'hésitation, Tiwa ouvrit la bouche et révéla tout ce qu'elle avait fait à l'école avec Alani et les hommes riches avec qui elle avait eu des relations. Ses parents étaient stupéfaits, mais leur inquiétude pour la survie de leur fille éclipsait leur choc. Le pasteur pria pour le pardon de Tiwa, la consacra à l'onction et dit « Va et ne pêche plus. Tout ce qui brille n'est pas or,
et la cupidité est le chemin le plus court vers la destruction. Le contentement est un grand gain. Les parents de Tiwa la raccompagnèrent chez eux ce soir-là, reconnaissant qu'elle soit encore en vie. 1 an plus tard, Tiwa retourna à l'école avec des béquilles. Une de ses jambes avait été trop gravement touchée et avait dû être amputée. Malgré les épreuves qu'elle avait endurées, Tiwa était reconnaissante d'être en vie. À la reprise des cours, elle remarqua les regards, certains emplis de pitié, d'autres avec des expressions qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Elle ignora ces regards. Plus tard dans la semaine, Tiwa apprit que Debbie et ses amis fortunés avaient mystérieusement disparu de l'école. Personne ne les avait revus ni entendus depuis. Tiwa se demandait ce qu'ils étaient devenus, mais elle était reconnaissante d'avoir eu cette seconde chance et s'était jurée de la vivre comme il se doit. Salut mes chéris, que pensez-vous de cette histoire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. La morale de cette histoire est que le contentement est un grand gain. Il n'y a pas de raccourci vers la richesse, et la cupidité est le chemin le plus rapide vers la destruction. Partagez cette histoire avec vos proches et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire juteuse et intéressante, à bientôt pour l'instant.